Je suis arrivé en 68, novembre 68, juste avant le Darshan. Tu n'as pas bougé entre novembre 68 et octobre 69? Au début, comme mère m'avait demandé de travailler avec Roger, j'étais dans un guest house de l'ashram. Et j'ai travaillé avec Roger et tout de suite après j'ai habité Aspiration quand il y a eu les huttes. Et j'allais donc tous les jours en bicyclette d'Aspiration à Pondy. Oui. Donc tu montais le matin en bicyclette, tu rentrais le soir en bicyclette. Oui, oui. Mais à quelle époque ça commençait Aspiration? C'était habitable? On avait préparé les huttes pour la caravane. C'était surtout préparé pour la caravane de 69. Bien sûr, mais donc tu habitais avant ça? À peu près à la même époque, oui. Chose comme ça, oui. Je sais que tu as raconté de nombreuses fois déjà comment tu es arrivé ici, mais est-ce que tu pourrais brièvement nous dire comment est-ce que tu es arrivé ici à Pondichéry d'abord? Oui. Ce qu'il y a, c'est que quand j'étais en France, j'étais un peu inadapté. J'étais très mal dans ma peau. J'avais l'impression que si je restais en France, je serais tombé malade ou j'aurais eu un accident. C'était si fort qu'il fallait que je parte. Tu avais quel âge? Quand je suis arrivé, j'avais 26 ans. Donc à 25 ans, tu te sentais mal dans ta peau? Toute ma vie, je me suis senti mal. C'est vrai, j'avais toujours, même en Tunisie, dans la communauté où j'ai vécu, je ne me sentais pas à l'aise. Je trouvais que c'était superficiel. J'allais dans les mariages, j'étais toujours à part. J'ai toujours eu un malaise. Je ne savais pas ce que je cherchais et j'ai eu une ouverture où j'étais mieux, c'est à l'école des Beaux-Arts. J'ai senti une liberté. À Paris? Non, à Aix-en-Provence. C'est un des meilleurs moments que j'ai vécu en France, c'était à Aix-en-Provence. Parce que la ville était très belle et je me sentais libre. Et tu étais heureux là? Assez bien, oui, j'avais comme une ouverture. À l'époque, j'avais 21 ans ou 20 ans et je me trouvais assez bien. L'architecture te plaisait déjà? Oui, il me plaisait et je travaillais dans des bureaux d'études avant même d'aller aux Beaux-Arts. Parce que j'avais une affinité avec le graphisme, j'arrivais à bien voir dans l'espace. Donc là, tu étais bien dans ta peau quand tu faisais de l'architecture? Oui, j'étais très bien, très à l'aise, oui. Parce qu'il y avait l'art graphique, je voyais, j'aimais bien. Ouais. Au début de mes études à Aix-en-Provence, justement quand je revenais du bus, j'avais un ami qui était sur le Vieux-Port, qui faisait des craies sur le Vieux-Port. Il dessinait, il avait des tableaux aussi. Et il était très charismatique. Et je me suis arrêté un jour et chaque fois que je revenais du bus, je m'arrêtais devant lui. Et puis on a lié conversation. Il me parlait de spiritualité, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait, mais je sentais que je devais être là. Et un jour, il m'a donné des livres de Ramakrishna, Vivekananda. Et j'étais surpris parce que dans ces livres, ils expliquaient comment trouver le divin. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait trouver le divin. Tu n'avais pas de religion, ni chrétienne, ni juive, ni aucune? Mes parents étaient juifs, mais ils ne m'ont pas poussé vers la religion. Et je n'étais pas attiré non plus parce que je n'étais pas attiré par les rabbins, tout ça. Je trouvais que c'était arriéré un petit peu. Quelque chose qui était un peu en retrait, je cherchais quelque chose d'autre. Et j'étais étonné de voir que c'est comme s'il donnait une recette de trouver le divin. Et pour moi, ça a été la première illumination, si je puis dire. Et j'ai dit, mais c'est ça que je dois trouver. À partir de ce moment-là, j'ai essayé d'appliquer. En lisant ce qu'il disait, d'une manière très simple, c'est des livres très simples pour moi, ces livres-là. J'ai essayé d'appliquer à ma manière. Mais c'est d'une manière très maladroite, je crois, hein, parce que
Ça suffit pas d'être tout seul comme ça où il y a une incompréhension générale. Il y avait juste la compréhension de mon ami et on se sentait très seul. Tu n'avais pas d'autres amis? J'avais des fois il y avait un petit groupe. C'est des gens qui étaient insatisfaits aussi, mais pas aussi. Ils cherchaient pas vraiment le divin, mais on allait dans la campagne autour d'Aix ou de Marseille et on passait des week-ends qui étaient très très beaux. C'était poétique même. Il y avait des jeunes qui chantaient. J'ai travaillé donc en finissant mes études dans un bureau d'études d'architecture, mais j'étais toujours insatisfait. Je me sentais comme dans une prison. Et je devenais des fois même insupportable pour mon patron. Il me prenait pour un original. Et à un moment, avec Jean-Michel, on a décidé d'aller en Corse pour avoir cette recherche intérieure. Et avant de partir, on a été dans une librairie de spiritualité à Marseille. Et on est tombé sur juste il y avait l'aventure de la conscience qui venait de sortir. Ça devait être en 65 ou 66. Et donc on est parti en Corse. C'est vraiment l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu dans ma vie. Oui, c'est tellement beau, oui. On habitait au bout sur le golfe de Porto. Il y avait un Corse qui nous avait donné une maison, une vieille maison où il y avait un moulin à huile qui tournait avec une rivière. Le moulin ne marchait plus. Il n'y avait pas de fenêtre dans la maison, c'était une très vieille maison. Et tout autour, c'était très sauvage. Il y avait des oliviers qui étaient abandonnés, des figuiers, des châtaigneraies. Et c'était très ombragé. Il y avait des endroits où il y avait comme des espèces de conques naturelles, où on pouvait presque habiter. Et on pouvait aller à la mer, c'était à 2 km de la mer. Le matin, on prenait des figues sauvages au petit déjeuner. Je faisais du hatha yoga au bord de la rivière, il y avait comme des plages de sable. Et je voyais les truites briller au soleil qui passaient là devant moi. Je me sentais bien, mais il y avait toujours cette recherche intérieure qui était la chose la plus importante. Et justement, on avait acheté le livre L'aventure de la conscience à Marseille. Et il y a mon ami qui a commencé à le lire. Et quand il a lu le livre, il m'a dit « Mais je suis en train de lire quelque chose qui dépasse ce que tu es en train de lire là, c'est-à-dire les livres de Ramakrishna. » Et moi j'étais étonné, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut trouver de plus que de trouver le divin? Il m'a dit tu verras. Après quelques mois, je sentais que je ne devais pas rester là, je devais retourner. J'avais une pression très forte. En partant, il me dit lis ce livre-là, tu verras, le livre L'aventure de la conscience. J'ai pris le livre et quand je l'ai lu en France, ça a été une révélation. Et j'ai senti que j'avais trouvé ma voie. D'une manière plus précise. J'essayais de communiquer à ma mère que j'avais trouvé quelque chose. Ma mère me regardait avec des grands yeux, elle ne comprenait pas trop. À ce moment-là, je ne connaissais pas Auroville, il y avait juste ce livre. Dans le livre, on ne parle même pas que mère existait, ou que mère était vivante. C'est très vaste dans le livre L'aventure de la conscience, on ne sait rien de tout ça. J'habitais avec ma mère, je travaillais demi-journée, mais je ne voulais pas du tout m'intégrer à la société. J'ai écrit une lettre à l'ashram de Sri Aurobindo. J'étais pas sûr d'avoir une réponse. J'ai écrit cette lettre en mars 68, après l'inauguration. Je ne savais pas qu'Auroville existait, je ne savais pas qu'il y avait eu l'inauguration d'Auroville. Okay. Et j'ai été surpris, je reçois une lettre. Après un mois, ou même pas un mois, cette lettre était de Pavitra. Mais Pavitra était le secrétaire de Mère. Pavitra a lu cette lettre à Mère et Mère a donné la réponse. Et donc la réponse était, si vous avez des difficultés, sachez que dans le yoga de Sri Aurobindo, que c'est la difficulté qui est le levier.
J'avais demandé aussi si je pouvais venir à l'ashram. Ils m'ont dit éventuellement, si vous voulez progresser, ça serait utile de venir. Mais dans la lettre, il y a eu la brochure d'Auroville. Quand j'ai vu cette brochure, c'était fantastique. D'un point de vue architectural, Non. d'un point de vue idéalistique. Oui, d'ailleurs, sur la première plage, il y avait la galaxie d'Auroville. Déjà, j'ai eu un choc, rien qu'en voyant la galaxie. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de cosmique. C'était comme le cosmos qui était représenté en une ville. J'aimais beaucoup ce côté cosmique, là. Après, j'ai vu qu'il y avait la Chartre. Ça m'avait emballé. Cette brochure, j'ai l'impression que c'était... Ça t'a bouleversé. Complètement. Et j'étais heureux parce qu'il y avait la photo de Mère, donc j'ai vu que Mère était vivante. Et il y avait le rêve, tout ce qu'il y a dans la première brochure d'Auroville. Et j'ai dit, c'est là que je dois partir tout de suite. Étant donné que je souffrais, que j'étais pas... Pourtant, maintenant, avec le recul, je m'aperçois que la France est un très beau pays. Très pointu. Hein? Mais à l'époque, ça ne me convenait pas. Et je suis parti le 20 août 68. Assez rapide. Alors. Oui. Ta mère était OK? Non, ma mère n'était pas du tout contente. Elle a pleuré, mais je lui ai dit, écoute, c'est ma destinée, je peux pas laisser ma destinée comme ça. Je sentais que c'était ma destinée de partir. Et alors c'est très drôle parce que je suis parti le 20 août. Il y a un très beau jardin à Marseille qui est à l'entrée du vieux port, oui. Le jardin du Pharaon. Oui, donc je suis parti de là. Et c'est très drôle parce qu'au moment où je suis parti, au moment où j'ai mis mon sac à dos sur les épaules, il y a eu une musique fantastique dans le jardin classique. Je crois que c'était du Beethoven. Extraordinaire, c'était très puissant, très fort. J'ai eu l'impression que c'était pour mon départ. Bon, peut-être je suis égocentrique de penser des trucs comme ça, mais ça avait un sens. Et on a commencé à faire du stop. On est arrivé tout de suite en Italie. Il y avait toujours des gens sympas qui nous ont pris. Donc je suis parti le 20 août de Marseille et je suis arrivé le 20, à peu près vers le 20 novembre, avant le darshan du 20. Oui. Ce qu'il y a, c'est que quand on va en avion, on a l'impression que c'est vite, mais quand on fait de l'autostop, on a l'impression que ça ne va jamais finir. Hein. Il y a des moments durs? Oui. Donc, route assez difficile, mais avec des beaux moments quand même? Oui. Oui, chaque pays avait une vibration différente. Il y avait une anecdote aussi, c'est que quand je suis arrivé à Erzurum, et dans toute cette masse de gens, il y en a un qui était tout en costard, vachement bien habillé. Et il vient vers nous, très sympathique. Et il était comme à part. C'était un Turc qui était à part des autres. Et il nous dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez vers l'Orient, mais vous prenez pas la bonne direction. Vous devez retourner d'où vous êtes venu, parce que vers l'Orient, il n'y a rien, c'est la pauvreté. C'était très, très drôle, ce personnage-là, qui est... Symbolique aussi. Oui, c'est comme un symbole de ce que le monde cherche. Tu vois ce que je te dis? Nous, on allait en sens contraire, en fait. Continuer, Iran, après l'Iran, c'est quoi, l'Afghanistan? Oui, on a été en Afghanistan après, et on va à l'ambassade et je dis il me demande combien de temps vous voulez rester en Inde. Moi, comme un idiot, j'ai dit je voudrais rester tout le temps. Et le type, il m'a dit, alors je ne vous donne pas le visa. Et il m'a dit, écoutez, si vous voulez, on envoie un aérogramme en Inde et ils vont peut-être vous permettre de rester 3 mois si vous voulez. Moi, je pensais que le fait de dire que je venais pour une quête spirituelle, j'allais avoir une ouverture, pas du tout.
Ils me regardaient de travers, ils n'avaient pas envie de me donner le visa. Et je suis allé plusieurs fois, et chaque fois ils refusaient. Et un jour, il y a mon ami qui me dit, il y a le roi d'Afghanistan, il y a une grande fête où, avec des chevaux, il y a un mouton égorgé, il y a... C'est la fameuse. Oui. Et il m'a dit, tu dois venir, il y a des gens qui viennent du monde entier. Mais moi, j'étais tellement embêté de ne pas avoir le visa, j'ai dit, je ne veux pas. Tant que je n'ai pas résolu ce problème de visa, je ne veux pas être dispersé. J'ai eu une angoisse absolument terrible. C'était tellement gros que j'ai dit, je ne peux pas supporter, je vais avoir une dépression nerveuse, parce que ça me rendait absolument minable, accroché avec le peu d'argent, mon passeport tunisien. J'étais dans un état de misère, ça prenait une ampleur. Et à un moment, c'était tellement fort, j'ai dit, je vais craquer, je ne peux pas, c'est trop fort pour moi. Et au moment où je formule cette chose, il y a quelque chose qui se relâche. Et je suis allé dans des plans supérieurs où j'ai eu la vision que tout allait bien. Et c'était quelque chose d'incroyable. Je suis allé dans une lumière qui allait de plus en plus haut. Et à un moment, c'était tellement éthéré que j'ai cru que j'allais... Quitter ton corps. Oui. Et il y a quelque chose qui a formulé en moi, bon, ça suffit. C'est trop, quoi. Et à ce moment-là, l'expérience s'est stabilisée. Elle n'a pas descendu. Et j'étais étonné par le fait que je dis ça suffit, ça s'est arrêté. Parce que quand on va en bas, on peut dire ça suffit, ça s'arrête pas. Et là, ça s'est stabilisé. Et j'avais la conviction que j'étais sur la bonne voie, que ma quête était bonne. Parce que maintenant on le sait, mais quand on est seul, sans beaucoup de connaissances, on va dans un pays sans argent, sans rien, on peut avoir des doutes quand même, non? Et là j'ai eu la certitude que tout allait bien. Et j'étais étonné parce que cet état m'est resté plusieurs jours. Ça est resté peut-être 20 jours, j'en sais rien. Et je suis allé 2 jours après, et ils m'ont dit, vous avez votre visa, ils ont répondu de l'ashram. Et alors le consul qui vient me dire, vous êtes sûr que vous allez rester? Moi je ne pouvais pas mentir parce que j'étais dans un état d'une vérité, d'une lumière. Et je voulais dire, non, je vais rester. Et juste à ce moment-là, il y a mon ami canadien qui vient et qui dit, oui, il va rester 3 mois. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que j'allais faire une gaffe. Et on est parti quelques jours après. Et quand je suis arrivé en Inde, j'ai senti que c'était mon pays. Dans la religion indienne, j'ai senti une joie que je n'ai pas trouvée dans les religions occidentales. Tous les gens sont souriants, c'est des musiciens. J'ai senti qu'ils te regardaient d'une manière très ouverte. Et surtout les femmes indiennes, après avoir traversé tous ces pays où les femmes se cachent, on voit des femmes qui n'ont pas peur de montrer leur visage, qui peuvent te regarder dans les yeux sans peur. C'est très agréable, après avoir traversé ces pays un peu agressifs, de sentir ça, quoi. Et alors là, vraiment, j'étais très heureux. Hein. Là, c'était une grande joie d'être accepté dans ce pays. Et, comme beaucoup de gens, dès qu'on arrive, il y a les rickshaws qui t'amènent à la porte de l'ashram sans même rien demander. Et quand j'étais à la porte de l'ashram, j'avais une tenue peut-être avec des cheveux longs, un peu hippie, j'étais un peu repoussé. Et ça m'avait donné une oppression incroyable parce que j'étais très ouvert intérieurement. Et d'être repoussé à la porte de l'ashram, je me suis senti mal. Et j'ai demandé donc à voir Pavitra, puisque c'était lui qui m'avait écrit. Et il m'a reçu et il m'a dit je suis très fatigué.
Et j'ai bien voulu le recevoir, mais je ne suis pas... Il allait mourir bientôt, il est mort. Oui, il est mort quelques mois après. Un mois après, oui. Oui. Et il m'a dit, vous êtes venu pour le darshan? Je lui ai dit, non, je sais pas ce que c'est un darshan, je lui ai dit. Et il m'a dit, combien de temps vous voulez rester? Je lui ai dit, je vais rester tout le temps. Il m'a dit, comment vous voulez rester tout le temps? Il m'a dit, oui, vous m'avez envoyé une brochure d'Auroville et je sais faire de l'architecture, je ne suis pas un mendiant, moi. Hein. Tu l'as dit comme ça? Oui, je lui ai dit, je suis venu, j'ai pas d'argent. Parce qu'il m'a demandé si j'avais de l'argent. J'ai dit, j'en ai très peu. J'avais fait tout le voyage, j'avais presque plus d'argent. Mais il m'a dit, moi je donne de mon travail et vous m'avez envoyé, vous faites une ville qui est Auroville. Et il avait l'air très étonné. Alors je me suis dit, comment ça se fait qu'il m'envoie la brochure et il n'a pas l'air de comprendre de ce qui se passe. C'est pour ça que j'en ai déduit que c'est Mère qui lui avait dit de mettre la brochure dans la lettre que j'ai reçue en France. Quelle a été sa réponse alors? Alors sa réponse a été... Alors aussi je lui ai parlé, je lui ai dit où ça en est la transformation du corps. Et alors il m'a regardé avec un air de compassion, comme pour dire tu sais pas ce qui t'attend. Et bon, alors il m'a dit écoutez, donnez-moi votre photo, je vais montrer à Mère. Et quand j'ai donné ma photo, j'avais une petite photo d'identité. J'étais sûr d'être accepté. Ouais. Une certitude. Donc je vais 2 jours après. Il me dit à Mère qui vous reçoit. C'est une grande aspiration qui vous a fait venir. Je suppose que c'est Mère qui a dû lui dire ça. Hein. Et quand j'étais accepté par Mère, c'était fantastique pour moi. Hein. J'étais si heureux. Et j'étais vraiment heureux. C'était une expérience. Toute cette période de ma vie, c'était vraiment une joie. Et il m'a dit, voilà, vous allez être dans un guest house et vous êtes reçu par Mère. Et il avait organisé avec un docteur indien de me faire visiter Auroville, en jeep. Non, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il fallait que ce soit nous qui faisions la ville. T'as pas été dérouté Pas du tout. J'ai trouvé ça, bon, j'ai dit c'est comme ça. Ni dérouté, ni rien. J'ai dit, mais ça veut dire que c'est nous qui devons faire la ville. Je suis arrivé, ils m'ont dit, voilà, c'est ça le Banyan. Voilà. J'avais 26 ans. 26 ans. Oui. Il y avait Pierrot qui faisait l'amphithéâtre, un petit peu. Tu vois comment c'est l'amphithéâtre. T'as vu une promesse, t'as vu... Oui. Il y avait un camp matrimonial quand même. Non, il n'y avait pas de camp, même pas de camp. Il n'y avait rien du tout. À Pondy, c'était la belle saison qui commençait, donc octobre, novembre, décembre. J'avais l'impression d'être dans un paradis. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'est que j'ai eu l'impression de liberté qu'il n'y avait pas en Europe. Tout de suite, je me suis fait faire une robe bleue qui allait jusqu'au sol. Je me rappelle de ça, oui. Et je me sentais très bien parce qu'une robe bleue, d'un bleu, je sais pas, bleu roi, oui, avec les manches longues. Et je me sentais tellement bien parce que je sentais que les gens ne jugent pas en Inde. En Occident, tout de suite, il y a le mental qui fonctionne. Et là, je sentais tout à fait à l'aise. J'étais très étonné parce que on était accepté par Mère, on était dans un guest house, on ne nous demandait pas un sou, on ne nous demandait pas de travailler et on se laissait vivre. On ne nous demandait absolument rien. Et il y a eu mon ami qui est venu me joindre, là, le Canadien, il me disait mais qu'est-ce que c'est cet endroit? Comment est-ce possible d'être dans un endroit logé, nourri, habillé, sans... Alors il a essayé d'écrire une lettre à Mère pour faire la même chose et Mère a refusé. Et ce qu'il y a, c'est qu'en étant à Pondichéry, j'avais comme une gratitude par rapport à Mère incroyable. Et puis je commençais à découvrir les livres des entretiens et ça coulait complètement en moi. Et je me suis dit que comment rendre cette chose.
Et je sentais qu'il fallait que je vive, en lisant les livres, il fallait que je le vive. Je vive le yoga. Et donc je me suis concentré, je voulais vraiment la vérité. Et vouloir la vérité, tu vois, des choses. Et j'avais comme une dévotion pour mère. Il y a eu comme une flamme qui était à l'intérieur de moi. Et cette flamme est devenue de plus en plus forte. Et donc j'habitais au parc Guesthouse et à un moment j'étais sur l'herbe en face de la mer, au parc Guesthouse. Et j'ai eu une expérience très très forte, la plus forte de ma vie. C'est d'un seul coup la conscience s'est retournée. Ça veut dire que je suis rentré d'un seul coup dans une autre dimension. Et c'est absolument fantastique parce que on rentre dans la vérité. Et la personne la conscience que l'on trouve normale, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est complètement tordu. Et donc on réalise que le but de la vie, c'est de vivre complètement là-dedans. Et c'était tellement fort. J'avais l'impression de vivre dans mon éternité, en dehors du temps. Et au lieu d'être un centre, tout devient... On est dans la vraie conscience, la conscience de vérité qui est pleine d'une joie, d'amour, de compréhension de tout par identification. On sait qu'on doit vivre ça, tu vois. Et donc, ça a duré toute une après-midi, et après ça s'est retiré. Mais j'avais touché quelque chose qui est comme éternel, qu'on ne peut pas oublier, peut-être qu'il reste de vie en vie. Hein. Et malgré ça, après un certain temps, il y a l'ego qui s'empare. Tu te dis, mais c'est fantastique, tu es un grand yogi, et ça bloque tout, quoi. Et moi, il y avait des gens qui allaient voir mère. Moi, ça m'embêtait d'être dans cette conscience ordinaire de voir mère. Je voulais la voir avec mon expérience si fantastique. Je voulais pas me montrer à mère avec mon ego. C'est là que j'en ai reçu plein la gueule, quoi. Une fois que tu as eu cette expérience, tu as décidé d'aller voir mère. Alors j'ai essayé d'avoir cette expérience qui revienne, mais il faut remplir les conditions. Hein. On peut pas, c'est pas sur commande, non, hein. Et donc j'arrivais pas à remplir les conditions parce qu'il y avait mon ego qui était là. Bon, non. Alors j'étais à Pondichéry et le temps passait, j'allais lire les livres de mère, j'ai eu mon expérience. Et puis à un moment j'ai dit bon, mais on doit faire Auroville. Et j'ai écrit une lettre à mère, très longue, pour lui expliquer tout mon parcours, tout ce que je supportais pas en Europe, toutes mes difficultés. Et je m'attendais à ce que mère me réponde un peu longuement. Elle me dit va travailler avec Roger. Alors ça m'a fait un choc parce que j'ai expliqué toute ma psychologie, tout ça, et elle m'a dit simplement va travailler avec Roger. Et quand j'ai vu Roger, j'étais très surpris parce que je m'attendais à voir comme quelqu'un de spirituel, comme on peut voir d'une manière traditionnelle. Et je vois quelqu'un de très sûr de lui, un peu arrogant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça où je suis, hein? Et donc au début, j'avais pas eu un bon contact, parce que j'ai toujours eu une approche un peu traditionnelle de la spiritualité. D'ailleurs, quand j'étais à l'ashram, il y avait eu une confusion en moi, parce que je voyais d'un côté tous les ashramites en blanc avec les bâtons d'encens, la dévotion, très souriants, de très bonnes vibrations. Et puis il y avait un bureau où c'était complètement une autre vibration, le bureau d'Auroville, où il y avait la galaxie. Ça faisait une confusion en moi. Il y avait ce côté cosmique
qu'on voyait à travers la galaxie. Même le design du bureau était très moderne. Et il y avait l'ashram. C'est pour ça que j'ai un peu écrit à Mère, parce que je voulais qu'elle me dirige. Et par sa réponse, elle m'a dit de voir Roger, donc c'était la direction en fait. Et je suis allé travailler dans sa maison qui était sur le bord de mer. Et à ce moment-là, très vite, j'ai commencé à avoir un bon contact. Parce que on avait fait la maquette de la pyramide de l'école, que je trouvais très très beau, les volumes. Et je me suis aperçu que oui, que c'était pas n'importe qui, parce que comme j'avais travaillé dans des bureaux d'architecture en Europe, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose. Il poussait plus que dans des bureaux d'architecture, où il y avait des gens des fois doués, mais chez Roger, il y avait quelque chose de plus. Hein. Et il y avait Monsieur Richardet et moi, et c'est tout. Jacqueline et Yann n'étaient pas encore là. Non, ils y sont arrivés 1 an ou 2 ans après, je ne me rappelle plus. Donc vous travaillez tous les deux sous Roger. Oui. C'était harmonieux, c'était intéressant? Oui, c'était très très bien. J'étais étonné de voir comme il avait le sens des volumes, comme il poussait tellement pour la beauté. C'était très spécial. Oui, et après, il y a eu quelque chose qui est passé entre nous, comme une sympathie. Parce que moi, j'aime pas les gens trop formels, trop. Et il avait un côté simple en fait, Roger, où on pouvait être naturel. Les personnes les plus proches de Roger peut-être? Oui, oui, oui. Avec Louis, mais sur le tard, Louis est devenu proche très très tard. Non, moi ma relation la plus forte était au début de Roville avec Roger. Parce que je crois qu'il m'aimait bien, parce que ses idées, j'arrivais tout de suite à les manifester sur le papier. Et c'était très harmonieux entre nous. Et il n'y avait pas beaucoup d'Aurovilliens, donc j'étais devenu vraiment très proche de lui, tout à fait au début. Et il m'invitait presque tous les soirs chez lui. C'était un ami pour toi? Oui, c'était un ami, mais comme il avait 20 ans de plus que moi, c'était comme un père un petit peu, entre un ami et un père. Et il allait voir Mère 3 fois ou 4 fois par semaine. Qui lui parlait d'Auroville, il me disait ce que Mère lui disait. Ça m'a fait prendre une direction. Justement, j'ai quitté ce côté complètement spiritualité sans la vie, où Mère lui parlait de comment devait être Auroville, avec tous les éléments de la vie, quoi, le yoga, la gymnastique, les industries, les ports de plaisance, C'était un ami, un père, c'était un guide aussi pour toi, spirituellement? Non, pas un guide, parce que Roger ne parlait pas beaucoup de spiritualité, ça l'embêtait. D'ailleurs, j'ai eu des conflits avec lui, j'ai dit comment on est venu pour ça, on peut parler quand même de ça, parce qu'il se fermait quand on lui, des fois. Ouais. Pas toujours, des fois ça allait, mais des fois il se fermait. Et j'ai été très étonné de voir comme l'enseignement de Mère et de Sri Aurobindo peut attirer des gens si différents. Pour moi, c'est quelque chose que même maintenant, je vois des gens où je ne comprends pas du tout leur attitude, et pourtant ils ont à leur chevet ces livres qui suivent, et c'est étonnant encore pour moi. C'est lui qui t'a emmené voir Mère? Et bon, alors comme je voulais avoir cette expérience de l'aide psychique en allant voir Mère et que ça ne venait pas, un jour il m'a dit, tu veux pas aller voir Mère, ça fait quand même 1 mois que tu es là. Alors j'ai dit, bon, j'ai pas l'expérience, je vais quand même aller voir Mère. Je voulais pas me montrer avec mon ego. Donc on est allé voir Mère. Donc tu montes l'escalier? On monte l'escalier, on a attendu, et je sentais une tension. Et donc Roger ouvre la porte et je rentre dans la chambre. J'étais étonné parce que je voyais Mère de 3 quarts de dos.
Normalement, je pensais la voir de face, donc je suis obligé de faire un tour pour me trouver en face d'elle. Et je la trouvais qu'elle était vraiment très, très âgée. Je ne comprenais pas, pour moi, ce corps courbé, très ridé, je ne pensais pas qu'il pouvait avoir la conscience. Et je me disais, mais c'est pas possible. Bon, alors j'ai dit, bon, je vais donner ma rose. J'avais une rose pour lui offrir. Puis je vais partir, puisque comme elle avait les yeux fermés, j'ai dit, elle me voit même pas. Donc je lui donne ma rose et je vais partir. Alors je vais lui donner la rose, je m'apprêtais à partir. D'un seul coup, ses yeux qui étaient fermés se sont ouverts. Et je sentais qu'elle voulait voir qui j'étais et j'ai pas voulu me montrer. Et alors il y a eu comme une bataille où je voulais pas me laisser. Une bataille en fait où un témoin extérieur aurait vu juste mère qui me regardait, moi qui la regardais. Parce qu'il n'y a pas eu un seul mot pendant toute mon interview qui a duré peut-être quelques minutes. Donc je me suis battu contre elle. Et je voyais qu'il n'y avait rien qui pouvait lui échapper. Et alors je commençais à être agressif. Et toujours il y avait ce regard imperturbable qui me regardait sans bouger. Et j'avais honte parce qu'il sortait des trucs tellement sombres de moi. J'ai dit comment je suis devant mère. Et je voulais me montrer avec mon expérience de l'être psychique, il y a tous les trucs les plus sombres qui sortent de moi. Et à un moment, ça m'a donné un stress où j'ai failli perdre conscience. C'était très dur. Et il y avait tout le côté sombre qui sortait. À un moment, je la regardais, j'ai dit bon, ça va, ça suffit, quoi. Tu es au courant de ce que je suis, quoi. Et à ce moment-là, c'est très drôle, il y a quelque chose qui s'est passé au moment où j'étais obligé de faire le surrender, malgré moi. Hein. Et j'ai senti qu'elle est devenue comme une adolescente, avec un sourire, dans une atmosphère complètement blanche, très belle, comme une atmosphère de coton. Et je suis resté un moment comme ça, sans bouger. Et puis il y a eu comme une vibration aussi, comme désagréable, qui vient couper l'expérience. Et alors là, quand il y a eu cette chose désagréable qui a coupé l'expérience, j'ai voulu me justifier. Parce que toujours, j'ai essayé de faire le yoga, de faire un effort pour trouver le divin. Et comme j'étais minable devant elle, j'ai essayé de me justifier. D'ailleurs, je voulais le dire à travers Roger. Roger était là derrière toi. Il était à la porte toujours, il attendait à l'entrée. Et elle a tout de suite compris, parce qu'elle était identifiée avec moi, je ne savais pas qu'elle était identifiée avec moi. Et alors ça a été un choc, parce que ce que j'avais formulé pour me justifier, elle savait tout. Elle est venue vers moi, toujours, c'est comme ça, quoi. Pas par des paroles, mais directement. Elle m'a dit, mais elle voulait me rassurer pour me dire, mais c'est pas grave. Mais avec un amour et une compassion qu'on ne peut pas imaginer, une intensité on ne peut pas imaginer, c'est une expérience du divin, quoi. Avec un sourire, d'une gentillesse, d'un amour. Et alors d'un seul coup, j'ai un peu baissé la tête, je me suis concentré. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est le divin. Et quand j'ai relevé, je l'ai regardé, elle m'a dit oui, avec un amour absolument incroyable. Un amour, on peut pas, c'est une expérience. Elle avait l'air même un peu de s'amuser, de voir que j'avais eu cette perception. Hein.
Et à ce moment-là, quand j'ai vraiment senti que c'était le divin, il y a eu une ouverture totale de mon être. J'ai donné tout mon amour. Et son expérience a changé. C'était plus la petite fille, c'est devenu comme quelque chose de plus sérieux. C'est drôle comme il y a cette mobilité de la vieille dame à la petite fille et puis quelque chose d'autre encore. Chaque fois, c'est une expérience différente. Et je suis resté comme ça, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme si elle envoyait sa force. Moi, je donnais mon amour et elle a senti comme un rayon, comme quelque chose comme ça. On ne voyait pas physiquement, mais j'ai senti... et je suis resté un moment comme ça. Et puis d'un seul coup, il y a une vibration de doute qui est venue. Comme pour dire, mais qu'est-ce que tu fais là d'un seul coup devant cette vieille dame? Alors là, ça a coupé complètement l'expérience. Et j'ai eu un peu honte de voir devant quelque chose de si beau qui est ce doute qui est venu. Hein. Parce que après j'ai réfléchi, je pense que c'est nous qui coupons l'expérience, mais elle donne tout le temps. Donc j'ai eu un petit peu honte, toujours, parce que je ne suis pas performant. Et j'ai baissé un peu la tête, et quand je l'ai relevée, j'ai vu qu'elle me tendait une rose rouge. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est arrivé, j'ai l'impression que la rose est venue jaillir à l'intérieur de mon être. Elle avait envahi tout mon être. J'étais stupéfait de sentir une rose comme ça. Et en même temps, j'ai senti que c'était le moment que je devais partir, que c'était fini. Je ne voulais plus partir. J'étais tellement bien dans cette expérience de l'unité, quoi. Et je ne voulais plus partir. Et puis d'un seul coup, je réalise que Roger était à la porte. Et alors je me suis dit, mais je regarde Mère, je lui dis, mais pourquoi tu m'as déshabillé devant cet être que je trouvais un peu lourd? Et elle m'a regardé, c'était un regard comme une page blanche, comme une balance ou quelque chose que... Je veux dire que je ressentais que j'étais en face de mon problème. J'ai senti que c'était mon problème, que ce n'était pas la vérité, cette formulation. Et donc je suis reparti avec mon ego. Et c'est la vérité parce que après plusieurs années, j'ai dit à Roger, après 20 ans, j'ai dit à Roger, dis donc, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu m'as présenté à Mère? Qu'est-ce que tu as vu? Et j'étais très étonné parce qu'il m'a dit, mais rien. J'ai vu que Mère te regardait dans les yeux, que toi tu la regardais. Mais il n'a pas perçu. Il n'a absolument rien perçu. Et c'était tellement fort ce que j'ai vécu que je ne peux pas imaginer qu'il y ait un témoin qui s'est rendu compte. Parce que pour moi, c'est quelques minutes. Je ne sais pas si c'est 3 minutes ou 4 minutes. C'est comme une initiation. Parce qu'il y a des tas de péripéties, si je puis dire. Et chaque fois, c'est d'une richesse incroyable. Sans un mot, sans rien. Une initiation en 3 minutes, sans parole, c'est un enseignement en ces 3 minutes. C'est un truc. Totalement. Sur le coup, après, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très fort qui s'est passé, mais ça ne s'était pas décanté. Après, ça se décante et les trucs deviennent très précis. Oui, ça a changé ma vie. Quel point de vue? Mais ça fait un travail parce qu'après, je suis allé dans la vie, j'ai eu des tas de misère, de dévastation. Pourquoi dévastation? Parce que j'ai pris un mauvais chemin. Qui était quoi?
Par exemple, une mauvaise attitude par rapport, j'étais amoureux d'une femme et je me suis déconnecté du divin par complexe de culpabilité, de faire une faute. Parce que dans ma religion, il y a le péché, que c'est une horreur, quoi. Ouais. Et je me suis coupé du divin à un moment où il y avait des forces très très grandes de transformation, en 1971. Et à un moment, je ne pouvais plus supporter de vivre à aspiration. Pendant un certain temps, j'ai l'impression que je devenais fou si je restais à aspiration. Donc j'ai passé comme une dévastation, c'est le moment le plus sombre de ma vie. Beaucoup de fois, mère, après cette première entrevue? Oui, je l'ai vu plusieurs fois, oui. Avec Roger, en fait, Non, non, avec une fois j'ai vu avec Pona, une fois j'avais vu à mon anniversaire, une fois, oui. Est-ce que aujourd'hui dans Auroville, tu sens la présence de mère aussi forte que tu la sentais quand tu étais Je la sens plus à l'intérieur de moi. plus qu'à cette époque-là encore? À l'intérieur de moi. Mais je la sentais plus à l'extérieur au début d'Auroville. Ouais, moi aussi. À l'extérieur d'Auroville, il semblerait que mère était plus focalisée. À l'ashram et Auroville, c'était fantastique. On était un groupe de Français surtout et on sentait qu'il se passait vraiment quelque chose de très spécial. C'était vraiment très spécial. On avait La force physique, tu parles de la force, de la présence la présence physique de mère. que tu sens plus maintenant, Je sens maintenant. mais en toi. Je sens en moi et aussi aux autres à l'intérieur et un peu à l'extérieur. Mais c'est pas la même chose que ce qu'on sentait au début. Au début, on sentait comme un moment privilégié sur l'histoire de la Terre, très fort. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose. Complètement, hein. Quelque chose d'incroyable. Le départ de mère, ça t'a fait quoi? Le départ de mère, ça m'a donné une impression de quelque chose d'incompréhensible, comme un phénomène très important dont je ne comprenais pas le sens vraiment. Ça se passe dans le plan occulte et j'ai senti quelque chose de triste, mais je ne comprenais pas le phénomène. Et après j'ai lu ce que les disciples ont ressenti quand Sri Aurobindo est parti et c'était une incompréhension aussi. C'est un peu la même chose que j'ai ressenti quand mère est partie, oui. Ça fait un vide dans ta vie? Non. Ce qu'il y a, c'est qu'après, comme mère n'était plus focalisée, j'ai l'impression qu'Auroville est partie dans des directions un peu bizarres, où il y a eu l'ego qui s'est manifesté encore plus, et il y a eu l'incompréhension avec la Sri Aurobindo Society, oui, les gens de l'ashram ne comprenaient pas ces jeunes qui ne travaillaient pas, qui se laissaient entretenir, et c'était un peu la vérité aussi. La mère divine, c'est quand même l'élément féminin. Les femmes ont joué un rôle important dans ta vie? Oui, j'ai une affinité plus avec les femmes qu'avec les hommes. Et même dans l'architecture, j'ai eu des expériences où je trouvais les femmes plus ouvertes et avec plus d'humilité naturellement, ce qui permet qu'elles étaient plus réceptives. Et même à Auroville, il y a 2 jours, j'allais à la piscine de New Creation. J'étais très choqué parce que tout l'endroit où il y a les casiers des hommes était tout cassé. C'est des enfants d'Auroville, non? Et le côté des femmes était impeccable. Je parle pour des gens qui ont 10 ans ou moins de 10 ans. Mais c'est curieux quand même que le côté des... Non? Oui, et c'est vrai. Et tu es avec Prema depuis 25 ans, vous êtes compagnons? Oui, oui. C'est important pour toi? Et extrêmement important parce que
c'est elle qui a manifesté des choses que moi je plane complètement. J'ai pas du tout le sens de la matière et elle a le sens de l'organisation. Donc ça t'a permis de t'exprimer. Ça m'a permis de m'exprimer, exactement, oui, Pleinement. oui, oui. Sinon, ça aurait été quelque chose d'un peu abstrait. Et donc, on a créé cette unité de neuromodèle, neuromode. Roman. Et ça s'est très bien marché, ça a très bien marché, oui. Et puis Préma a créé aussi elle-même. C'est pas juste que c'est moi le créateur, elle-même elle a créé de plus en plus. Quel âge as-tu aujourd'hui? J'ai 66 ans. Et aujourd'hui, à 66 ans, à Auroville, comment est-ce que tu vois l'avenir? L'avenir d'Auroville, moi je pense toujours qu'il peut y avoir quelque chose de fantastique qui peut arriver, qui nous dépasse. Même si Auroville va très lentement, où on n'est pas nombreux, en 40 ans c'est pas énorme, hein. Je pense qu'il peut y avoir un changement radical. C'est quelque chose que l'on ne comprend pas avec le mental. Il peut y avoir un changement où il y a une ouverture sur la terre ou quelque chose comme ça, quoi. Et ton avenir à toi? Moi, je pense que j'ai progressé beaucoup, mais il y a eu une très longue période où ça a stagné. Et à un moment, j'ai senti que ça ne pouvait pas durer comme ça. Et il y a eu une inspiration qui a fait que j'ai eu une compréhension, des expériences qui m'ont montré une voie que j'essaye de suivre, comme un fil que l'on perçoit et qu'on essaye de suivre à tout prix. Et donc chaque fois c'est nouveau, c'est un chemin où il y a des choses inattendues qui arrivent, qu'on ne prévoit pas, et il faut résoudre les problèmes. Mais c'est fantastique. Des fois c'est pas très plaisant, mais quand on a un peu de recul, je trouve ça fantastique.